Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre, en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Voisin. Il est artisan d'art et sculpteur, et le créateur de Mindus. Ancien cadre de la métallurgie, c'est un autodidacte doté d'une grande créativité. Son inspiration vient d'ailleurs. Doté d'une intuition aiguisée et d'une grande sensibilité, il réalise des œuvres vibratoires incroyables. Si je vous dis onde de forme, ça vous parle? Il est un créateur atypique, pléonasme, vous allez me dire, et pourtant, il n'y a qu'à se poster devant ses gardiens ou être simplement au contact de ses dessins pour comprendre que ses créations ont quelque chose de différent et de particulier, qui participe à une forme d'harmonisation énergétique, quelque chose de thérapeutique. Vous n'êtes plus tout à fait le même, après l'avoir rencontré et avoir été au contact de ses créations. Il faut que je vous avoue, c'est grâce à lui que je me suis lancée dans la rédaction. Après ma suspension, il n'a eu de cesse de me répéter « Et toi, c'est quoi ton talent ?» jusqu'à ce que j'ose lui chuchoter « l'écriture ?» Sans son insistance et son soutien inconditionnel, je ne serais probablement pas en train de l'interviewer. Alors merci Fred, gratitude. Tout le monde devrait avoir un Fred dans son entourage. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation du jour pour que vous puissiez découvrir qui se cache derrière Mindus. Bonne écoute! Alors Fred, est-ce que tu peux nous dire qui est Mindus en quelques mots? Mindus est une société artisanale qui a été créée par moi, Frédéric Voisin. Artisan d'art qui est lié à l'art, à l'artisanat d'art et à la sculpture. On fabrique du mobilier, de la décoration, des sculptures lumineuses. Je fais des enseignes et des ondes de forme, donc des sculptures à ondes de forme et des dessins. Des fresques aussi. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces dessins à ondes de forme? Alors, les dessins à ondes de forme, ce sont des dessins que je fais depuis que j'ai l'âge de 4 ans, qui a une forme assez abstraite. Enfin, l'inspiration vient du lieu, ça vient aussi de la personne, à l'endroit où je le fais, ou sur une sculpture, ou ça peut être sur un mur à l'extérieur, ou... Comme ce que tu es en train de faire en ce moment sur le transformateur, c'est ça, devant ton atelier? Exactement. En fait, c'est le lieu qui m'inspire, la vibration du lieu, et ça sort ce dessin. Alors, des personnes peuvent trouver ça quasiment similaire, de dessin après dessin, mais en fait, ça change tout le temps. Ce sont des œuvres uniques à chaque fois, qui émettent une vibration, qui est positive pour les êtres vivants. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est peut-être difficile de se représenter les vibrations que tes dessins peuvent générer. Alors, c'est difficile à se représenter, il y a juste à se mettre en connexion avec ses dessins, ou physiquement proche de ses dessins, puis essayer d'observer ce qui se passe dans notre corps. Alors bien sûr, pour faire ça, il faut se déconnecter de sa tête. Alors dans l'Occident, c'est assez compliqué, puisqu'on a été éduqué depuis notre jeunesse, par l'éducation, par l'école, par nos parents, par plein d'autres choses, par la vie en général de l'Occident, de se connecter directement à notre tête, de tout analyser,
et d'éviter de trop utiliser nos émotions. Si on arrive à faire cette démarche, on peut comprendre ce que je fais. Alors ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure en aparté, on est tenté de vouloir chercher des représentations de quelque chose que l'on connaît. Tu disais, il y a des personnes qui voient, alors des fleurs, si la personne est passionnée par des fleurs ou des animaux, on essaie vraiment de trouver quelque chose de concret. Alors souvent, oui, ça c'est forcément notre mental. On est obligé de se rassurer en essayant de voir ce qui nous passionne, bien souvent. Alors ça peut être une navette spatiale pour celui qui est passionné de Star Wars, par exemple. Ça peut être du végétal parce que personne adore le végétal ou la nature. On y trouve ce que l'on veut, ce qu'on a envie d'y trouver, bien souvent. Et quelquefois, il y a des personnes qui y trouvent rien du tout. Ils ressentent juste. On en fait ce qu'on veut, en fait, on interprète comme on veut. Alors tu disais tout à l'heure que tu dessinais comme ça quand tu avais 4 ans. Oui, alors je dessinais sur le bottin. Alors c'est souvent quand je m'ennuyais, j'écrivais, je dessinais sur le bottin parce qu'à l'époque, peut-être que vous avez connu ça, mais les téléphones avec les fils, on pouvait pas trop s'éloigner de l'embase du téléphone, mais en fait j'écrivais sur le bottin ce qui traînait. Après j'ai fait ça plus grand à l'école, quand je m'ennuyais, j'écoutais des choses qui m'inspiraient pas du tout. Et puis plus tard, ça a été en réunion, quand j'étais salarié, où j'écoutais mon patron, et que je m'ennuyais aussi. Donc j'ai toujours fait ça, en fait, sans trop le savoir. Même des fois seul à l'hôtel, quand j'étais en déplacement à l'époque, je l'ai toujours fait, sans avoir trop conscience de ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, avec un âge un peu plus avancé, je me rends compte que ça représente un langage. Alors comment est-ce que tu te rends compte de ça ou tu as pris conscience de ça? Je l'ai appris parce que déjà j'ai appris à lâcher vis-à-vis de ce que je dessinais de plus en plus, donc déjà m'interconnecter avec moi-même et pas ma tête, mon cœur, et je me suis rendu compte que ça me faisait énormément de bien. Donc c'était quelque chose qui était pour moi comme un moyen de me déconnecter un peu de la réalité. Donc ça me faisait énormément de bien. Comme quelqu'un qui fait du sport en outrance quand il a fini son travail, moi c'est ma façon de m'exprimer. Puis j'ai découvert aussi que ça faisait du bien aux gens, qui passaient des réactions aux gens, et aussi des animaux. Quelquefois je fais des dessins, et les chats ou les chiens s'assoient dessus, ou c'est très étonnant. Donc c'est à ce moment-là je me suis rendu compte que, tiens, ça fait quelque chose. Puis j'ai commencé à creuser, essayer de comprendre. Et qu'est-ce que tu as compris de ce que tu fais? Alors je dois vous avouer, je comprends pas tout le temps, mais j'ai compris que ça inspirait énormément les autistes, les Asperger. J'ai compris que les Alzheimer ont une réaction aussi émotive devant ces dessins, et que ça fait une incidence sur le corps, puisque les personnes qui perçoivent pas forcément la chose subtilement ont des émotions, ou des changements de comportement, ou des réactions quelquefois... Enfin, ça suscite de toute façon une interprétation par la personne, il y a quelque chose qui se passe de toute façon. Est-ce que tu as des exemples? Tu nous parles de personnes atteintes d'autisme ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour qui il y a un impact de tes dessins. Comment concrètement tu mesures ça, ou on a pu te renvoyer qu'il y avait eu un impact? Oui, j'ai eu le retour d'une infirmière qui travaille avec des autistes, et tout de suite ils ont compris ce que je faisais. Alors, c'est très étonnant. Ils ont regardé le dessin et ils ont eu une interprétation qui est la leur, en disant oui, ok, on comprend cette chose, nous aussi on va dessiner. Donc voilà, donc on s'est dit tiens, il y a quelqu'un qui comprend ce que je fais, un peu plus concrètement, et des émotions chez les Alzheimer. J'ai eu quelques visites de personnes à l'atelier, et aussi j'ai déposé quelques sculptures. Oui, dans une structure gériatrique. Oui. Et en fait, bizarrement, on connaît tous les Alzheimer, ils ont la mémoire à court terme qu'ils n'ont pas, qu'ils oublient, et la veille, ils avaient donné des prénoms aux sculptures, et le lendemain, ils les réclamaient, et ils se rappelaient des prénoms qu'ils avaient donnés la veille. Alors c'était très étonnant, l'infirmière me dit ça m'est jamais arrivé, et maintenant, ils les réclament tous les jours. Ça, c'est incroyable, parce qu'effectivement, pour avoir travaillé, moi, 17 ans en gériatrie,
Ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, quand il y avait une émotion qui était rattachée à un événement, la mémoire était fonctionnelle. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est vécu dans l'exposition de tes sculptures? Parce que si j'avais bien compris, tu les avais exposées dans une structure. Oui. Tu peux nous raconter un petit peu Bon, après, je vais pas citer la structure parce que j'ai pas leur accord, mais l'expérience, du moins, nous raconter l'expérience, que tu c'est as que j'ai fait la démarche Ouais. auprès de ce centre et je leur ai dit, tiens, on pourrait essayer d'exposer ces sculptures en présence de ces de ces résidents et voir ce qui peut se passer. Au pire, ça fait pas grand-chose. Au mieux, on a une réaction et puis on essaie d'étudier, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et tout de suite, il y a eu des réactions positives et même des rires, des émotions qui sont sorties face à ces sculptures. Ouais. Et après, on a essayé de le mélanger avec quelque chose, avec de la musique, pour amplifier la vibration. Et maintenant, ces personnes font partie de leur environnement. Parce que qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et elles sont toujours là-bas. Et ils les présentent tous les jours. C'est le moment de détente, quoi. Donc pour l'instant, c'est toujours c'est toujours en cours. Peut-être que je vais leur proposer de faire une fresque ou quelque chose de plus important, et on mesurer la chose. On verra, on est en évolution pour l'instant. Parce que là, ça fait quelques semaines que tu les as déposés dans leur établissement. Ça va faire 2 mois maintenant. Si j'ai bien compris, ces mêmes résidents qui sont exposés à tes sculptures dans leur établissement sont également venus à ton atelier. Oui. Visiter ton atelier, rencontrer les gardiens. Alors, j'ai fait référence aux gardiens au début. Est-ce que tu as envie de nous expliquer qui sont ces gardiens? Bon, après, moi, je suis quand même quelqu'un de très cartésien parce que je viens de la métallurgie. Et il m'est arrivé énormément de choses parce que je me suis ouvert un petit peu plus à moi. Donc, bon, je préfère le préciser. Parce que c'est un peu extraordinaire, sans l'être finalement. Fred a peur de ce qu'on pourrait penser de lui avec ce qu'il va vous raconter, donc... Non, non, parce que tout le monde peut le vivre, je pense. On a tous la faculté de vivre ça. Du coup, les gardiens, j'ai réalisé, en fait, j'ai été voir Jean-Jacques Charbonnier, si les gens le connaissent, qui fait des TCH, des transcommunications hypnotiques. Et on va un petit peu fouiller, je vous fais un résumé dans le subconscient. Alors j'en avais fait une il y a maintenant un peu plus d'1 an, à La Rochelle. Et c'est mon épouse qui est adepte, qui est thérapeute, qui adore les expériences pour aller creuser plus en profondeur à l'intérieur de soi, qui me dit tiens, je vais t'emmener faire une expérience. Et en fait, à l'entrée de l'hôtel où on faisait cette expérience, je ne savais toujours pas ce qu'on allait faire. Par expérience, moi j'aime bien expérimenter avant de juger. Donc et je fais la même chose, j'essaye de faire la même chose avec les gens aussi, les personnes. Et donc du coup, on rentre dans la pièce, je lui dis c'est quoi, on fait une grosse sieste Non, c'est un truc, genre un truc méditatif, tu vas voir. Alors raconte-nous, parce que moi je connais comment se passent les TCH, mais pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, juste le dispositif, quand tu penses aux siestes... On est il on est une quarantaine de personnes avec il y a des fauteuils en place avec des écouteurs, je sais pas, des espèces de transat en fait. Après ils baissent la lumière, ils nous expliquent ce que ça fait sur le cerveau. Bon, je vous fais un gros résumé, mais en fait c'est comme si on faisait on est un peu dans l'état avant de s'endormir. Dans un état hypnotique. Voilà, au moment de s'endormir, on sent qu'on est en train de s'endormir, on est un peu dans une espèce d'ambiance vaporeuse là, et en fait on est tout le temps dans cette ambiance-là où on peut retourner quand même dans la conscience et se laisser aller un peu dans l'état où on s'endort, c'est le début du rêve, mais on n'y est pas trop en fait, c'est un peu cet état-là. Alors ce qui est très étonnant, c'est que rapidement on est incapable de bouger. On peut même pas lever une main, on est vraiment parti... Oui, on est dans un état modifié de conscience, ouais. Donc c'est le docteur Charbonnier qui nous accompagne donc lui, dans la séance. Il est réanimateur, donc c'est un docteur, donc lui il a expérimenté énormément de témoignages suite au réveil des gens, suite à l'endormissement pendant les opérations et autres.
Et du coup, il s'amuse, enfin je sais pas, c'est pas de l'amusement, mais il a endormi je sais plus combien de milliers de personnes maintenant. Il a écrit j'ai envoyé 10 000 personnes dans l'au-delà. Ouais, c'est ça. Et donc, suite à ça, en fait, c'est très bien fait, il vous met en condition pour vivre au mieux la séance. Alors, au plus mal, vous endormez, vous faites une grosse ronflade pour embêter votre voisin, et du coup, tant pis pour vous. Puis au pire, vous partez pas, et puis vous êtes réveillé, et puis ça m'a fait un peu ça au début, parce que il utilisait des voix un peu modifiées pour l'endormissement, je suis parti dans un fou rire, et là je me suis dit, ouais, ça dure combien de temps déjà? 1h30. Je me suis dit, oulala, 1h30 sans bouger pour pas déranger les autres, ça va être très long. Très long. Et finalement, j'ai eu de la chance, faut lâcher, hein, forcément, lâcher son esprit, et puis je suis parti assez rapidement, et puis ils nous mettent en condition, en nous disant, tiens, qu'est-ce que vous voyez autour de vous, vous êtes au bord de la mer, il y a une personne qui vient vers vous, qui sait, alors ça prend pas. Donc rapidement, j'ai vu mon grand-père, qui a toujours été proche de moi, donc c'était presque... agréable, enfin c'était agréable, mais c'était pas une révélation, puisque je sais que mon grand-père, il a toujours été avec moi, il est toujours avec moi, et puis j'ai souvent son petit côté sage à l'intérieur de moi qui me résonne souvent. Et je vous fais un résumé rapide, parce qu'il y a d'autres choses, mais à un moment je rencontre deux grandes personnes qui faisaient 2,50 m ou 3 mètres de haut, impossible à déterminer, mais très impressionnant et rempli d'amour. Une sensation que j'ai jamais connue sur Terre, un amour inconditionnel. Des personnes translucides avec des grands yeux, avec un grand sourire, et donc c'était à la fin de la TCH, et ils me regardent dans les yeux, ils me serrent la main, mais moi je voulais pas revenir, j'étais trop bien avec eux, et puis là Jean-Jacques Charbonnier dit bon, va falloir revenir les gars. Donc je suis revenu, mais impossible d'expliquer ce truc. Alors bien souvent à la fin de la TCH, Jean-Jacques Charbonnier aime bien avoir des témoignages, mais j'étais tellement dans une situation où je me disais je vais pas leur dire que j'ai vu des espèces d'extraterrestres ou je sais pas quoi. Donc j'étais vraiment perturbé. Alors j'ai juste dit que j'avais vu mon grand-père, mais j'étais incapable d'expliquer ce que j'avais vu. C'est ça, tu n'arrivais pas à mettre des mots sur ce que tu avais vu, comment le décrire, comment... Et peut-être aussi qu'est-ce qu'on allait penser de toi, encore une fois, si tu décrivais ce que tu avais vu. C'est ça, alors le réflexe humain, c'est de dire... non, t'étais en train de te réveiller, c'est toi qui as inventé le truc, et forcément ma question rapide auprès de Jean-Jacques Charbonnier, ça a été mais c'est nous qui inventons ce qu'on voit, et Jean-Jacques Charbonnier dit bah non, c'est ton subconscient, même si t'as l'impression, mais tu peux pas créer ça. Donc alors c'était pire finalement quand il m'a dit ça, mais j'ai rien dit. Et donc sur le voyage du retour, mon épouse, elle me parlait ce qu'elle avait vu et tout. Elle a eu du mal à décrocher aussi au début, et puis elle m'a demandé ce que j'avais vu. Donc comme je conduisais, je la regardais pas trop, et je lui ai dit ce que j'avais vu, et elle m'a dit ah ouais. Je dis ouais, mais je sais pas trop comment l'exprimer. Et puis les semaines, les mois sont passés, et j'en ai parlé à mes enfants. Mes enfants m'ont toujours vu dessiner, ils connaissent mes dessins depuis pas mal de temps. Et mon fils me dit, toi papa qui est sculpteur, ce que t'as vu, tu pourrais le faire en sculpture, comme tu maîtrises super bien la découpe, le métal, tu fais ça par instinct, et puis tu pourrais mettre tes dessins dessus, ça serait marrant. Ah, je dis tiens, c'est une super idée. Et donc courant du mois de juillet, mois d'août, je fabrique ces gardiens. Alors je les ai pas fait 3 mètres de haut, parce que pour les déplacer c'est pas simple, mais ils font un bon 2,20 m, 2,30 m. Et j'ai fait un masculin féminin, on s'en rend pas bien compte, mais ils sont vraiment incarnés féminin masculin. J'ai dessiné, et au moment de les faire, c'était quasiment insupportable. Je sentais une énergie dans la pièce où je le faisais, j'étais obligé de le faire par plusieurs reprises, c'était trop fort. Oui, ça pouvait incommoder... pour l'avoir effectivement, t'avoir vu à l'œuvre dans les différentes étapes, ressentir une espèce d'oppression, de sentir une énergie qui se dégageait assez incompréhensible.
Ouais, c'est Mm. incompréhensible. Les gens venaient, ils étaient transpiraient, ils étaient insupportables. Et, moi, j'avais très mal à la tête. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Ça a laissé personne indifférent. C'était très étrange. Et quand je les ai terminés, j'ai eu comme une intuition qu'il fallait faire un triangle entre les deux, comme un réseau, je sais pas trop ce que c'était, et il me demandait de le faire à une date, enfin mon intuition me disait de le faire à une date en particulier, c'était courant du mois d'août. Et donc j'ai installé ça, et c'est là qu'a démarré un peu l'histoire Et que tu les des appelais les gardiens. gardiens. Ouais. Alors pendant l'été, je lisais un livre qui s'appelle Les Gardiens de Horace Cannon, qui explique la rencontre un peu en fait d'une dame médium de personnes qui viennent d'ailleurs. Du coup, je les ai appelés les gardiens, donc ça m'a beaucoup inspiré. Ce qui est très étonnant, c'est que j'ai refait une TCH, je les ai vus, et ils m'ont offert un grimoire, et quand j'ai ouvert le grimoire, quand j'étais endormi, c'était exactement mes dessins qui étaient à l'intérieur. Et donc c'est là que je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose, ça tourne autour de moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas encore, mais peut-être que c'est un langage, ou ça veut dire sûrement quelque chose. Donc la boucle était bouclée, j'ai commencé à en parler cette fois-ci à Jean-Jacques Charbonnier, et Jean-Jacques Charbonnier me dit mais oui, c'est évident, on a que des messages on peut pas trop déterminer, mais de personnes qui viennent d'ailleurs, on en a toutes les semaines, tous les mois, sauf que vous c'est quand même assez précis Et récurrent. et récurrent et très intéressant. Donc c'est pas facile à en parler, j'ai Alors gardé merci ça. de bien vouloir nous en parler avec autant de transparence et authenticité, parce que je sais que c'est pas évident pour toi d'en parler, d'exposer aussi ce que tu fais, ce que tu vis, parce que toi-même tu l'expliques pas bien, mais tu le vis. Ouais. Et C'est petit ça. à petit, tu prends quand même place dans l'espace public, parce que quand on arrive devant ton atelier, enfin, tu arrives à t'affranchir de tes peurs et aussi à exposer ce que tu fais, parce que devant ton atelier, il y a un transformateur que tu es en train de transformer en œuvre artistique, vibratoire. Eh ben en fait j'expérimente du coup comme je suis un peu en découverte comme les gens enfin les personnes qui viennent me rendre visite sont un peu étonnées par ce graphisme et ce qu'ils ressentent, donc au bout d'un moment j'expérimente, je dis bah on va expérimenter la chose. J'ai réalisé des petites étiquettes avec ces dessins avec le monde végétal, voir s'il y a une réaction sur le végétal. Là bon bah c'est le compteur électrique, on a mesuré avec c'est un compteur de champs électromagnétiques. On fait un avant, un après pour voir s'il y a une incidence. Puis on a commencé à en mettre un peu partout. Et à chaque fois, bah forcément, j'ai des témoignages et je vois qu'il se passe quelque chose. Alors après, je vais pas. Je commence à avoir quand même des explications de ce que je fais de plus en plus. Donc c'est un langage, ça c'est forcément un langage. Mais c'est surtout l'énergie qui est développée par ces dessins, c'est une énergie qui est liée quand même à l'amour. Donc c'est vraiment ce qui en ressort, donc c'est ce que perçoit l'humain en fait. C'est vraiment lié à l'amour, à ce qu'on ressent, enfin ce que je ressens en les faisant au plus profond de moi. Mais tu m'as dit encore tout à l'heure combien les gens te disent qu'ils sont bien devant ton dessin, même quand tu es encore en train de le faire. Et ils peuvent rester des heures à discuter avec toi, comme hypnotiser aussi. Alors c'est K, le serpent, dans le livre de la jungle, où il y a quelque chose qui se passe en tout cas Oui, qui est étonnant. bah c'est pas vieux, c'était le week-end dernier où bah forcément c'est quand j'ai du temps, je continue à le terminer parce que c'est une obsession, faut que je le termine. C'est quand je démarre, faut que je termine. Et les gens s'arrêtent en voiture, en vélo, quelquefois ils restent 1 heure et demie, ils sont captivés, ou ils y trouvent des symboles qui leur appartiennent à eux, mais souvent ils sont captivés, ils disent ouais, je pourrais vous regarder des heures faire ça. Tant mieux, on passe un moment ensemble, alors ça me ralentit un petit peu, hein, je cache pas le... Mais Et quand en plus c'est on une vient rencontre humaine. t'interviewer pour que tu nous racontes ce que tu fais. C'est une rencontre humaine, hein, très intéressant, ça suscite de toute façon quelque chose. J'ai personne qui m'a dit ouais c'est vilain, c'est moche, mais pourquoi vous faites ça? J'ai jamais eu cette réaction. Bon, peut-être que les gens sont pudiques, ils osent pas me le dire, mais j'ai jamais eu de réaction négative. Ça suscite tout le temps quelque chose. Ben, ça interroge.
Sur ce que tu fais, sur ce que c'est, pourquoi, comment, d'où ça vient? Est-ce que Ouais. tu représentes quelque chose? Oui, c'est un peu de tout. Et peut-être que ça nous parle aussi au-delà de notre connaissance terrestre, j'ai envie de dire. Enfin, ça nous connecte à quelque chose de bien plus grand, d'une autre dimension, si je peux le dire. Enfin, on sait pas très Mais moi, bien. oui, je pense que c'est quelque chose que l'on connaît en tant qu'être humain, mais je pense qu'on n'a pas accès encore à toutes les informations. Mm. Et moi le premier, hein. Donc j'interprète par mon art, hein, parce que ça reste de l'art, euh, à mon petit niveau, mais je pense que j'ai pas accès à 10% de l'information de ce que je suis en train de faire, ou ce que je connecte, parce que comme j'étais tout petit, je le faisais déjà, donc je dois connecter quelque chose que je peux pas trop expliquer. Alors souvent, moi j'ai de la chance, parce que j'ai beaucoup de gens très sympas qui viennent me voir ici, dans mon lieu, et ils me disent ah tu connais les caractéristiques des artistes, il y a les artistes connectés et les artistes on appelle ça scientifiques ou mentalisés. Je dis ah bon, c'est quoi la différence? Bah, il dit, par exemple un artiste mentalisé comme ils appellent, ils font des dessins sur ordinateur, un ours en origami, et puis après ils le sortent en grande quantité, un coup de rouge, un coup de vert, un coup de bleu, et puis ils vendent ça, et d'ailleurs ça fonctionne très très bien. Et puis il y a les artistes connectés, comme Michel-Ange, souvent il me le cite, il est capable de faire la chapelle Sixtine, et puis c'est fini, et puis il a créé la chose, il s'arrête, il passe à autre chose, et il est incapable de faire des séries. Alors souvent ils me disent mais toi t'es dans quelle catégorie? Ben, je sais pas, vous allez me le dire. Et, et souvent je suis dans la catégorie, alors je dis pas au niveau de Michel-Ange, mais plutôt connecté. Donc quand je fais quelque chose, c'est que ça m'appelle, je le fais. Et aujourd'hui dans le mobilier, la déco ou dans mes sculptures, c'est comme ça. Je peux pas faire de série. C'est que j'ai l'envie est là, je crée et puis ça sort comme ça. Oui, ce que tu fais, ce sont des œuvres uniques. Oui, ouais. Oui, tu ne peux pas reproduire ce que tu Bah, as déjà, jamais à l'identique. on peut, mais ça me saoule. Non, en fait, physiquement, c'est compliqué. Ouais. J'y arrive pas. Mais pourtant, j'ai eu quelques personnes, des architectes ou d'autres gens, ils me disaient ouais, ça tu devrais le faire en 10-20 fois, ça se vendrait, tu les mettrais dans les boutiques. Mais ça me parle pas du tout. C'est pas ton but. Non. Et l'intention que tu mets dedans. Exactement. Tu as aussi des professionnels, tu me disais, qui te connectent pour que tu puisses produire tes œuvres dans leur structure. Tu me parlais de la tatoueuse, tu me parlais du sellier. Ah oui, j'ai travaillé. Ça s'exporte hors de ton atelier, puisque là on est à l'atelier Mandus. Alors, on parle de quoi Tes fresques. Ah, les fresques, oui, j'ai une tatoueuse qui détatoue d'ailleurs et qui fait des tatouages sur les cicatrices. Souvent, elle travaille beaucoup avec des femmes qui ont eu un cancer du sein et elle tatoue les cicatrices et je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle fait et elle a été très sensible aux fresques que je faisais parce qu'elle a, je pense, un peu saisi l'idée de la chose et on a fait une fresque à l'intérieur du cabinet de tatouage et c'était impressionnant. La première semaine, ça a été compliqué pour elle. Elles avaient du mal à s'adapter et elles n'arrivaient pas à expliquer pourquoi. Alors tu dis elles parce qu'elles sont plusieurs à partager. Elles sont trois, ouais. Il y a une infirmière et 2 tatoueuses et c'est vrai que la semaine qui a suivi, une était un petit peu malade, l'autre pas trop bien. C'était comme s'il fallait qu'elle s'adapte à la vibration du lieu, qui était très forte et qui est toujours très forte. Et maintenant ça va très bien. Mais en effet, la vibration peut être très élevée. Et souvent elle est très élevée d'ailleurs. Donc les vibrations, ça peut se mesurer. Alors en France, enfin dans le monde entier, on utilise l'unité Bovis. Donc ça se mesure en radiesthésie. Ça peut être une machine aussi. C'est souvent des machines russes qui mesurent la vibration. Et bien ça sort, il sort quelque chose. Alors c'est forcément chiffré, mais c'est souvent très élevé, très très élevé. Donc le corps humain, il faut qu'il s'adapte. Et c'est souvent bénéfique. On a découvert que plus la vibration d'un corps humain est élevée, bizarrement, moins on tombe malade. Et la vibration, pour la garder élevée,
c'est souvent lié aux pensées positives. Donc la joie, l'amour, le bonheur, la bonne humeur. Donc on peut monter, en tant qu'être humain, tout seul notre vibration en ayant des pensées positives. Donc c'est bien de le savoir, parce que du coup on passe à côté de la maladie. C'est aussi pour ça que tu as l'intention, que tu aimerais bien pouvoir intégrer les structures de soins, les établissements de santé, les établissements d'accueil, médico-sociaux, de pouvoir aussi faire bénéficier à ceux qui sont accueillis de tes fresques, qui ont on va employer peut-être des grands mots, un pouvoir thérapeutique, en tout cas il y a une action possible sur leur humeur, leur comportement, Oui, leur alors moi, santé. je vais pas dire que, voilà, je suis pas un super-héros qui arrive, qui fait un dessin, et puis ça y est, tout le monde va bien. Non, il y a quand même plein de facteurs. C'est-à-dire que, alors il y a le premier facteur, c'est votre état de santé quand même, et votre âme, hein, parce que je parle pas du tout à la tête des gens, enfin au côté mental. Parce qu'il y a toujours un frein. Moi, je l'appelle Michel, le mien, mon mental. Parce que Michel, il est jamais positif. Moi, je crois que vous lui avez donné le nom de Paul. Ouais, moi, c'est Michel. Alors, Michel, j'ai envie de faire quelque chose, ou je sais pas, dessiner sur un compteur électrique, et dire, ouais, tu vas pas faire ça, te rends compte le temps que tu vas passer, ça sert à quoi? C'est jamais positif. Je vois qu'on fait quelque chose de nouveau, ou qui sort un peu de l'habitude, Michel a peur, donc j'écoute pas Michel, donc je dis à Michel, ok Michel, j'ai eu ton avis, ça m'intéresse très peu. Est-ce que je peux avoir l'avis de mon cœur ou mon envie à moi, mon instinct? Et mon instinct, donc mon cœur, souvent quand il est très calme, qu'à l'intérieur de moi c'est très calme, je me dis, bon, je dois le faire. Si c'est un peu agité, je me dis tout le temps, ah, là il y a quelque chose à aller chercher, il y a une émotion derrière, il va falloir que je comprenne. C'est comme ça que je procède en fait. Et en revenant à la question, donc aux endroits, si votre âme n'est pas en phase avec ça, et qu'elle veut pas aller mieux, donc vous vibrez très bas, ça on peut rien y faire. Vous avez une fresque ou pas fresque. Et il y a aussi la combinaison de la vibration du lieu. Alors souvent, j'ai découvert que les lieux où il y a des soins, où il y a des personnes qui partent, où l'énergie est très très basse. Et je suis très admiratif d'ailleurs du corps soignant, parce que ils supportent des choses et ils vivent dans une vibration très basse tous les jours. D'ailleurs, c'est ce qui les rend malades bien souvent. Ce sont pas souvent les patients, hein, c'est la vibration du lieu. Et c'est pour ça que je me dis, si je peux avoir une petite contribution, déjà rien que pour elle, qui travaille tous les jours avec les patients, et après si ça peut travailler sur les patients, c'est très bien, mais faut savoir que quand on veut pas s'en sortir, qu'on accepte la maladie en disant bah voilà, moi je suis malade, je la combats, d'ailleurs faut plutôt l'accepter que la combattre, on peut pas rien y faire, vibration ou pas vibration. Moi je pense que il est bien d'adapter un travail aussi sur le lieu, en géobiologie ou en thérapie, pour essayer de monter le lieu aussi, parce que souvent à l'origine je remarque que la vibration du lieu est vraiment très bas. Alors bien sûr, une fresque dans un lieu comme ça, oui, ça aide énormément les êtres vivants, ça leur ferait du bien, et aux résidents. Mais on pourrait cumuler plusieurs techniques, et Tout à fait. c'est clair qu'il y aura des résultats exceptionnels. En tout cas, c'est un premier pas que tu fais quand tu parles de ton expérience dans cette structure qui accueille depuis plusieurs semaines tes œuvres, et pour qui peut-être tu vas pouvoir faire une fresque. Oui. Il y a quelque chose en tout cas qui est en train de se passer, je veux dire, il y a une ouverture qui s'est créée, peut-être ça prendra du temps. À mon niveau, j'essaye. C'est un peu l'établissement pilote. On va essayer, ouais, on va essayer. Je dois avouer que quand même les gens sont pas prêts à ça encore. Alors moi je le mélange avec la sculpture. Ça m'arrive souvent que les gens achètent une sculpture chez moi, ou une petite sculpture, et sous le socle je dessine. Et ils n'ont pas forcément la conscience de ça, mais ils l'emmènent avec eux. Donc il y a une part d'amour avec eux, il y a une part de vibration positive qui part avec eux. Et tout ce que je fais, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui ça a un sens, parce que si je le faisais sans ce sens-là, pour moi ça serait pas, alors je sais pas si on peut dire ce mot, mais vivable dans le temps, parce que si j'y mets pas mon amour, c'est pour ça que je crée que des pièces uniques, bah pour moi ça n'a pas de sens. Oui, tu y mets une réelle intention, que ce soit les dessins que tu produis, les sculptures, tu réalises, il y a toujours une intention sur chacune.
Exactement, mais c'est surtout, alors voilà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est naturel chez moi. C'est que j'ai un attrait à l'amour et à la bienveillance de l'humain qui est naturel chez moi. Donc je le fais quand je dessine, je fais une fresque ou je fais une sculpture ou même un mobilier, une lampe. Il y a toujours ce côté naturel chez moi où je me dis tiens, ça fera quelque chose de bien. Ou j'imagine tout le temps quand je crée quelque chose, je me dis tout le temps est-ce que cette table-là ou cette sculpture, tu pourrais l'avoir chez toi. Et si elle répond pas à cette question en disant bah non, je la mettrai pas chez moi, eh ben je la détruis ou je crée autre chose. Est-ce qu'on peut dire que c'est la raison d'être aujourd'hui de Mendus? Oui, sinon ça n'a pas de sens pour moi. C'est pour ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure quand les architectes te disent ah mais tu pourrais produire en grande quantité telle ou telle sculpture ou mobilier, ça marcherait. Enfin ça n'a pas de sens pour toi. Bah non. On le voit aujourd'hui de toute façon. J'ai quand même pas mal de personnes qui viennent me voir, me disent bah moi je veux une table pour moi, une table unique, une table de famille qu'on peut je sais pas, je peux offrir à mes enfants le jour où je change de maison, mais qui reste dans la famille. Ben, ça revient, ça. On a besoin d'identité. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc oui, ça a un sens. Et puis surtout le sens, c'est que j'essaye de travailler avec le plus possible avec les matériaux le plus proche de mon atelier. Donc je alors travaille avec le bois local. avec quoi est-ce que tu travailles? Comment tu récupères les matériaux? Parce que tu as aussi comment dire une éthique par rapport à ça, c'est de la récupération? Eh ben non si, mais on va essayer de prendre bah, souvent c'est du métal recyclé, donc on essaye de récupérer le plus possible de matériaux qui coûtent de plus en plus cher et qui viennent de plus en plus loin, parce qu'on ne produit plus grand chose malheureusement en France. Et donc je me dis tiens, là une bouteille de gaz, elle va à la déchetterie, je la récupère, la forme m'intéresse, je peux créer un luminaire, voilà, je travaille plutôt comme ça. Au lieu de faire venir des tôles qui viennent de je sais pas trop d'où, souvent des pays de l'Est ou ailleurs, et de débiter dedans. Après c'est de la logique pour moi. Je me dis tiens. Oui, tu retravailles l'existant qui est voué à être jeté ou amené à la déchetterie. Enfin, tu as récupéré pas mal d'objets comme ça métalliques que tu as retransformés, à qui t'as donné une nouvelle vie artistique. Moi, j'essaye le plus possible. Des fois, c'est pas possible. On est obligé d'avoir des profilés pour faire des pieds de table, mais le plus possible. Ouais. Le bois local. Ouais, j'essaye de travailler le plus possible comme ça. Ouais. C'est mieux, ça a un sens. Oui. Alors en intro, j'ai précisé que tu étais anciennement cadre de la métallurgie. Comment tu es passé de cadre dans la métallurgie à artiste? Ben je ne sais pas, madame. Je sais pas. Où était le point de bascule, j'en de sais révélation? Rien. Ben c'est la santé. J'ai démarré au plus bas de l'échelle dans une très grosse entreprise allemande qui fabriquait des machines pour la construction. Puis commercial, directeur commercial, dirigeant, cadre dirigeant, et puis avec les années qui passaient, je me rendais compte qu'il n'y avait plus trop de sens. Numéro parmi les numéros, enfin il y a pas mal de gens qui connaissent ça. Et puis après on a été racheté parce que ça allait pas très bien en Europe par des entreprises chinoises qui essayaient d'investir en Europe parce que la monnaie est plus stable qu'en Chine, donc forcément c'est plus intéressant pour eux, mais par contre l'humain ça les intéressait pas trop. Donc du coup, voilà, restructuration, essayer de licencier ou se débarrasser des collègues avec qui on a travaillé depuis 20 ans, donc moi c'était pas possible. Et donc j'ai fait, soi-disant, parce qu'on ne sait toujours pas, plusieurs infarctus à l'hôpital. Plusieurs infarcts? Ouais, j'en ai fait... j'avais pas notion que tu en avais fait plusieurs. J'en avais fait 3 ou 4, et ils savaient pas trop, ils pensaient que j'avais fait une myocardite. Enfin en tout cas, j'avais quand même... Donc mon épouse a vécu ça dans l'ascenseur avec le cardio qui lui disait vous savez votre mari on sait pas trop ce qu'il a dans 1 heure ou 2.
Et puis bon, ils m'ont gardé une semaine et j'étais toujours là. Alors par contre, il s'est passé des trucs très étranges parce qu'ils essayaient de me faire des examens, mais ça fonctionnait pas. C'était très étrange. L'IRM qui tombe en panne, la radio c'était pas possible, ça fonctionnait pas. L'électrocardiogramme, j'avais des tracés très étranges. Et donc la seule chose c'était la prise de sang et c'est comme ça qu'ils ont vu que j'avais mon cœur qui souffrait. Pendant la semaine qu'ils m'ont gardé, l'électrocardiogramme de l'étage, enfin tous les postes de télé de l'étage de la cardio, en panne. Ils ont rien compris. Et au bout d'une semaine, ils m'ont dit bon, on sait pas trop, ça serait bien que vous partiez quand même. Faut nous dérégler les machines. Voilà, donc je savais que c'était le stress à outrance qui est pas bon pour le corps, qui me faisait ça, mais je suis sorti sans traitement, sans rien. Aujourd'hui, on n'a jamais eu trop l'explication de ça, mais je savais qu'il fallait que je change et arrêter de faire quelque chose qui me plaisait plus. Ça a démarré comme ça. En fait, j'étais vraiment très loin. Ce que j'essaye de dire aux gens de ne pas faire d'ailleurs, c'est quand à l'intérieur de nous il se passe des choses ou une alerte qui nous dit ça va pas trop bien, ça me plaît plus, mes collègues me saoulent, mon patron pisse boulot, déjà là, faut déjà anticiper la chose, ne pas faire comme moi, d'aller à l'extrême jusqu'à perdre la santé. Jusqu'à risquer de mourir. Et c'est ça. Jusqu'à ce qu'on te mette un stop. Oui, c'était ça, pour que je réfléchisse. Puis pour que ma tête, mon Michel se calme un petit peu et que je me connecte un petit peu plus à mon cœur. Donc voilà, ça a été ça le démarrage de l'aventure. Et du coup, je savais rien faire d'autre. C'est très étonnant quand on se retrouve à 40 ans et puis qu'on a toujours fait du business ou qu'on est dans un process rassurant puisqu'on vous l'a imposé pendant longtemps. Vous dites, du jour au lendemain, t'arrêtes ça. C'est très bizarre à vivre. Donc du coup, j'ai essayé de connecter à ce que j'adorais faire. Alors ça se passe souvent, je donne la petite technique pour ceux qui cherchent, qui sont en reconversion. Écoutez bien. Ouais, entre 0 et 6 ans, c'est ce qu'on fait, entre 0 et 6 ans, parce que jusqu'à 6 ans, on n'écoute pas nos parents. Alors c'est un peu la petite histoire, je la dis tout le temps, mais vos parents peuvent recevoir les patrons à la maison pour dîner. Et puis à 5 ans, vous arrivez au milieu du dîner, et puis vous dites maman, je veux faire caca » devant le patron. Vous avez aucune... On est désinhibé, on n'a pas encore les filtres, le système frontal, il n'est pas encore finalisé. On devrait être comme ça tout le temps. Mais oui. On y revient, ceci dit, tu parlais de la maladie d'Alzheimer tout à l'heure. Ouais. Dans la maladie d'Alzheimer, ou dans les démences frontales, on peut perdre cette inhibition et être désinhibé, et on est sans filtre. Exactement. Comportementalement parlant et verbalement. Exactement, on devrait rester comme ça. Mais bon, après 6 ans, on commence à écouter le professeur à l'école qui nous dit de bien nous tenir droit et puis pas trop bouger sur sa chaise malgré qu'on apprend en bougeant. Ou que le petit copain d'à côté, lui, il apprend en regardant. Ou l'autre petit copain, il apprend en écoutant. Et en fait, chacun apprend à sa manière. Mais non, il faut que tout le monde soit dans le cadre. Puis on ingurgite des choses, et puis nos parents qui ont leur propre peur émotionnelle par leur éducation, et du coup ça modifie énormément de choses. Et puis moi, comme un bon garçon, j'ai regardé mon père qui était dans le commerce, et je me suis dit tiens, je vais faire comme mon père, le commerce. Puis finalement on oublie la connexion entre 0 et 6 ans, parce qu'entre 0 et 6 ans, quand on s'ennuie, il y a plusieurs techniques, ou soit quand on s'ennuie, on reste à l'intérieur de la maison, ou soit on va à l'extérieur. Vous avez déjà une information en disant tiens, je chercherai plus tard un boulot à l'extérieur, ça me va mieux que l'intérieur. Et en phase de stress, souvent quand on n'est pas très bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va vers les autres parce que ça nous rassure d'être en groupe avec d'autres copains, ou être tout seul et puis finalement on rumine un peu dans son coin et ça passe? Et ça vous indique aussi si vous pouvez travailler en équipe ou vous êtes bien avec vous-même. Et après, la troisième chose, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous faites du Mikado? Est-ce que vous faites des Lego? Est-ce que je sais pas moi, vous êtes dans la nature, vous coupez des branches d'arbres, voilà. Et tout ça donne des informations pour la suite. Donc moi petit, pour pas trop parler de moi, mais pour vous donner une info, alors moi petit, j'étais souvent dehors. Ça me ressourçait énormément. En phase de stress, j'allais surtout pas rencontrer des gens, j'aimais bien être tout seul. Et j'étais plutôt manuel. Donc petit, j'avais un petit établi en bois à ma mesure.
Je dessinais beaucoup, je travaillais beaucoup avec les Lego techniques, je faisais énormément de constructions comme ça, et d'ailleurs ça épatait mon père qui me disait mais pourquoi tu suis pas la notice? Oui mais papa je l'ai fait une fois, donc c'est une voiture, elle est très bien, mais la voiture je la transforme en 2 motos. Il me dit mais comment tu fais ça? Ah bah je sais pas, j'invente. Et déjà petit je faisais ça. Et après j'ai oublié après 6 ans ce que je faisais. Et donc du coup la première chose que j'ai fait, c'est de finir ma maison que j'avais jamais fini quand j'ai été malheureusement, alors pas licencié parce qu'ils voulaient pas trop que je parte, on a trouvé un arrangement comme à force de licencier, il y a des problèmes économiques, donc du coup ils m'ont licencié économique, donc j'ai fini ma maison, donc j'ai fait un petit peu de manuel du coup, connecté à moi, et il y avait un monsieur dans mon village qui vendait des champignons un mois de l'année, et c'est un ancien primeur, et il avait à l'époque 72, 73 ans, il trouvait personne pour reprendre cette activité. Alors moi je trouvais ça marrant, parce qu'on était connecté à la nature, on avait contact avec les gens. Et puis j'écoutais mon cœur, et mon cœur me disait oui, bon c'est un mois de l'année, de toute façon tu sais pas trop ce que tu vas faire, bah fais ça. Du coup je reprends, je fais une saison avec elle, je reprends avec lui, pardon, je reprends son activité. Et puis je trouve ça super marrant, le fait de rencontrer les gens, qu'on parle de champignons, et puis finalement c'était comme les vieux commerçants de l'époque, où on racontait nos histoires, comment on cuisine nos champignons, et puis qu'on parle des petits-enfants, et je trouvais ça super bien. Donc j'ai repris cette activité, j'ai gardé maintenant, ça fait 8 ou 9 ans. Et pour présenter mes sables, j'ai commencé à bricoler, à faire des tables, à adapter des tables ou des présentoirs, et bizarrement les restaurateurs qui venaient m'acheter les champignons m'achetaient le mobilier, et c'est là que je me suis dit tiens, il y a peut-être un truc. Mais comme il me restait 11 mois de l'année, je me suis dit tiens, peut-être que je pourrais faire du mobilier, et ça a démarré comme ça, donc j'ai commencé à travailler le bois tout seul, en apprenant tout ça. J'ai fait plein de bêtises pour comprendre, souder, travailler le métal, et je me suis laissé aller sans trop de contrôle, et puis c'est ce qui a créé Mindus aujourd'hui. Et pourquoi Mindus? Alors Mindus c'est meuble industriel, parce qu'à l'époque je voulais faire du meuble, de la déco. Mindus ça faisait, quand on l'écrit, meuble industriel, parce que j'aimais bien mélanger le bois et le métal, donc c'est un style un peu industriel. Et c'était surtout en anglais, mind, ça veut dire l'esprit, et us c'est nous, et en fait le fait que je récupère énormément de choses, si j'étais sur la route de la déchetterie, il y a beaucoup de gens qui venaient me voir, et des enfants, souvent on faisait quelques petits stages avec les enfants, du coup il y avait énormément d'esprits, on mélangeait les esprits, la créativité dans mon atelier, donc du coup ça s'y prêtait bien. Et d'ailleurs, si vous voyez un peu mon logo pour aller au bout de Mindus, c'est un électrocardiogramme, c'est très marrant. En fait, c'était le comptable qui dit « Bon, ça serait bien que vous fassiez un graphisme ». Et je l'ai fait sur le bord d'une table, et c'est ma fille, quelques années après, elle me dit « Mais t'as vu que t'as écrit comme un électrocardiogramme ». Alors je sais pas, c'est le fait de les voir tous les jours, c'est peut-être ça qui m'a influencé. Oui, il y a une double lecture dans le nom de ton entreprise. Ouais. Et puis il y a une symbolique aussi très forte. Inconsciemment, tu as, d'avoir mis dans ton logo, cet électro qui a été pour le déclencheur aussi de ce que tu fais. Ouais, c'est ça, c'est comme une deuxième vie, c'est comme si l'électro, et voilà, c'est hop, tiens, ça y est, il revit, le cœur redémarre. Ça a démarré comme ça. C'est ma deuxième vie. Pour ça, je suis en deuxième vie, c'est pour ça que j'ose, sans le jugement, en évitant le jugement des autres, parce que c'est anti-productif, mais de me dire, je fais ci, je fais ça, j'expérimente, mais finalement, en lâchant, il se passe énormément de choses. Donc, je vous conseille de tous lâcher. Quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui, dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, dans ce que tu crées, et qui sont l'essence de Mindus? Oh, c'est le partage, la bienveillance, et quand je crée quelque chose, il faut qu'il y ait une part de la personne qui va l'acquérir. C'est que j'aime bien comprendre la personne. Donc souvent, on prend le temps, on discute, on prend un café, dites-moi quel est votre déco chez vous, et puis ça amène à des discussions un peu plus profondes sur l'humain. Et donc du coup à l'intérieur de moi, tac, c'est comme si j'engramme une information qui vient de la personne, alors pas de son mental, mais de l'être de la personne, et je dois le transférer dans le meuble. S'il n'y a pas ça,
Ouais, il y a une âme. Ouais, il y a un truc. Littéralement dans ce que tu fais. Faut qu'il y ait une histoire, sinon Oui. voilà. Ouais. La valeur, c'est ça, c'est Ouais. l'humain et l'interconnexion. Comment est-ce qu'on peut se connecter à toi ou te contacter? On te trouve où? Se connecter, vous avez qu'à venir. Alors, où es-tu? Mindus.fr pour le site internet. Donc, tu es à Saubion. Je suis, dans alors, le sud des Landes. le siège est à Saubion, mais mon atelier est à Seignos. Donc, je suis 683 avenue de l'Arigan à Seignos, dans un bâtiment tout neuf, avec un showroom et une partie atelier. Que tu peux aussi mettre à disposition pour des ateliers, des formations. Alors parfois. le showroom, parfois, oui, je le mets. Alors c'est souvent le week-end. J'ai beaucoup de thérapeutes ou des coachs, je sais pas comment on dit, coaching. Des coachs. Des coachs qui viennent faire des stages. Et puis c'est un endroit de partage, donc du coup je le mets à disposition. Ouais, c'est. On fait ça aussi, ouais, c'est vrai que j'avais oublié de le dire, ça. Et oui, c'est aussi une autre branche de ton activité qui s'est déployée cette dernière année. Oui, alors c'est pas une activité. Non, mais disons que c'est que je sais que les endroits où on peut rencontrer des gens, il y en a pas trop, hein. C'est souvent des salles qui appartiennent, enfin qui sont à la mairie, dans des villages, et puis c'est souvent réservé pour les lotos, les mariages, et puis finalement il y a plus de date pour ces gens-là, et puis quelquefois on a juste besoin de 2-3 jours pour expliquer ce que l'on fait ou rencontrer du monde. Donc du coup, alors après c'est pas forcément une grande salle, mais une vingtaine de personnes peuvent se retrouver. Et puis ça aide aussi pour la suite, à parler d'évolution de l'humain, de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, je suis un peu comme le petit colibri, je peux aider les autres. On m'a aidé, donc je peux aider les autres. Alors je te fais participer aujourd'hui au podcast que j'ai dédié aux acteurs du Nouveau Monde. Est-ce que toi tu juges que tu fais partie de ces acteurs du Nouveau Monde? Bon, j'ai pas cette prétention, mais... Parce que c'est quoi pour toi le Nouveau Monde si tu... le Nouveau Monde, c'est exactement... Tu vas laisser trouver un nom, alors j'ai appelé ça comme ça, mais... Bon, oui, il y a un nouveau monde de toute façon qui se crée. De toute façon, pas mal de gens veulent pas le voir, mais c'est une évidence. De toute façon, c'est assez facile. On regarde le résultat de l'ancien monde où on en est aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne. Ouais. Et surtout, le non-respect des enfants, c'est dingue, de être au... Enfin, je suis assez perturbé de voir comment on a mis l'humain de côté. Donc, je souhaite le nouveau monde, c'est sûr. Alors, peut-être que je suis un acteur parce que moi, je suis très connecté à l'humain et puis j'aime bien être interconnecté avec eux. Et je pense que demain, ça sera ça. Demain, aujourd'hui. Et là tout de suite, parce que moi j'y vais déjà depuis un petit moment, donc... on y va ensemble. Ouais, on y va ensemble, et c'est très bien ce que tu fais d'ailleurs, d'interconnecter. Moi on en a pas parlé au début, quand tu m'as dit ce que t'as dit, mais je suis très fier de toi, de ce que tu fais, et de t'être connecté à ton âme, et surtout pas ta tête, parce que c'était ton défi de plus te connecter à ta tête. Je peux te dire en me connectant à mon âme, j'ai pris des décisions radicales ces 2 dernières années qui ont aussi donné une nouvelle orientation à ma vie. Ouais. Si vous reprenez l'épisode 0, vous comprendrez les choix que j'ai faits qui m'ont amené aujourd'hui à faire ce que je fais, mais oui. Ouais, tu reviens de loin, t'es une combattante. J'ai pas fait d'infarct, mais... Ouais, mais t'as souffert d'une autre manière, mais t'as appris énormément de choses, et je suis assez admiratif de ce que t'as fait, et j'ai bien fait d'insister. C'était pas faux de me répéter toutes les semaines qu'on se voyait. C'est quoi ton talent? Et je remarque que comme je sais pas si tu remarques, on parlait d'émotions positives et d'amour et de joie, et en fait c'est des énergies qui sont très positives, qui favorisent énormément de choses parce que ça augmente notre niveau vibratoire. Et je remarque très bien que cette énergie est en train d'émerger en grande quantité chez toi, et je suis pas du tout étonné que ça fonctionne bien et que tu fasses ce que tu es en train de faire d'ailleurs. Donc bravo. Merci. C'était en aparté. Donc le nouveau monde, le nouveau monde pour moi, c'est tout de suite. Il faut s'interconnecter entre nous. On va apporter chacun nos compétences les uns aux autres.
il y aura plus de valeur qui est liée à l'argent pour moi, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu gagnes très bien ta vie que tu es forcément plus intelligent, ça n'a rien à voir. Moi, pour moi, on sera tous au même niveau. Et ça sera la bienveillance. Et c'est déjà le cas, parce que moi je le vis, tous ceux qui viennent à l'atelier aujourd'hui, je rencontre des gens extraordinaires, qui comprennent énormément de choses sur eux. Alors peut-être que moi, ma petite partie, c'est éveiller la conscience des gens à ça, en fait. Qui est aussi l'objet et l'intention de ce podcast, de participer à éclairer les gens qui vont nous écouter sur ce qu'il existe, parce que voilà, c'est comment mettre un peu plus de lumière et un coup de projecteur sur ce que toi, par exemple, tu proposes dans ta création. Ce n'est pas juste créer des sculptures, ça va plus loin que ça aujourd'hui. Ah oui, oui. Donc j'avais envie, moi aussi, de pouvoir permettre à d'autres de découvrir ce que tu fais, de comprendre pourquoi tu le fais, comment c'est venu. Non, tu n'es pas un Lulu-Berlu. Tu n'es pas un taré, pour reprendre ton terme. Ouais. Non, après, il faut... Ça peut paraître pas très rationnel, mais tu essayes en tout cas de mettre des mots sur ce que tu vis pour nous expliquer sur ce que tu fais, humblement. Voilà, donc... Après, il faut une part d'enfant intérieur, de folie quand même pour avoir de la créativité. Oui, mais s'autoriser à ça, en fait. C'est une énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on laisse s'exprimer. Donc, quelquefois, oui, moi, j'aime bien l'humour. Alors, il y a toujours un petit peu d'humour dans ce que je fais, pour pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours... j'aime bien susciter une émotion... chez les gens, parce que c'est le début, en fait, c'est le début de la vibration, en fait, quand on est dans la joie, on rigole, on échange des choses, du coup, on est tous au même niveau, et souvent il se passe des trucs super. Donc oui, c'est ce qui me motive souvent, c'est ça, mais oui, peut-être l'éveil de conscience, comme je suis passé par plusieurs stades, j'ai un peu d'expérience sur moi-même, donc du coup j'en fais participer, et ça transpire dans mes créations, dans ce que je fais. Oui. On approche de la fin de l'interview. Oui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou quelque chose que tu aurais aimé évoquer que tu n'as pas eu l'occasion d'aborder encore, ou un message que tu voudrais faire passer? Un message, c'est de dire aux gens qu'on y est, quoi. Il faut arrêter de se voiler la face. Et de se connecter à eux. Et tout ira bien. Je dirais ça. Oui, se connecter à eux dans le qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, qui ils sont, qu'est-ce qui les anime. Et de leur dire qu'ils ont un pouvoir de dingue. Ce sont chaque être humain, on a tous un pouvoir. Quand on se connecte à son petit truc, comme tu l'as fait toi, t'as vu, sa zone de génie. Rien n'est difficile, c'est facile, on vit quelque chose de positif, on est en harmonie avec soi, et du coup on est en harmonie avec les autres. Donc je conseille à tout le monde de faire ça, parce que je l'ai expérimenté, et puis toi aussi tu l'as expérimenté, et je pense que le nouveau monde c'est ça. Et il faut aider ceux qui sont un petit peu dans le brouillard aujourd'hui, à leur dire, non, te fie pas à l'argent, fie-toi à ton cœur. Voilà. Oui, sans te poser la question du comment, du pourquoi et de l'argent, qu'est-ce que tu aurais envie vraiment de faire, quoi. Ouais. Si j'avais une baguette magique, là, tu ferais quoi? Ouais, là, tout de suite. Non, aux gens, faut leur dire, mais souvent, c'est un monsieur qui disait ça, j'ai oublié son nom, qui disait aux jeunes, quand tu fais quelque chose et que tu t'ennuies, la première chose que tu dois faire, c'est de partir. Parce que ça te correspond pas, tu perds ton temps. Ah oui, d'accord, oui. Tu perds ton temps. Si tu fais les choses pour l'argent, tu gagneras pas d'argent. Par contre, si tu fais les choses avec ton cœur et ça te passionne, tout arrivera à toi. En fait, on est tous créateurs de notre vie. Alors, pas mal de gens qui pensent pas qu'on a cette puissance, mais c'est la vérité. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Qu'on doit expérimenter et apprendre au détour des expériences de la vie, qu'on a cette capacité à faire des choix pour soi, à se révéler, à créer la vie qu'on a envie d'avoir. Mais non, mais c'est naturel, on nous a désappris en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Mais on doit se reconnecter à ça. Oui.
Mais on nous a désappris ça. Et arrêter de C'est-à-dire donner que sa naturellement... responsabilité à l'extérieur. Mais... Exactement. Ouais. Naturellement, on sait très bien ce qui est bon pour nous. Ouais. Souvent, j'entends tout le temps des personnes qui font des thérapies qui disent « Bah ouais, mais j'ai rien appris de nouveau, je le savais déjà. » Bah oui, mais pourquoi tu le fais pas? C'est juste démarrer la chose et aller dans son sens à soi. Et quelquefois, c'est pas très logique. On nous dit de changer l'endroit où on vit. Peut-être que quelquefois, donc on appelle ça la crise de la quarantaine. Maintenant, peut-être qu'on a un peu d'expérience, on a expérimenté pas mal de choses, et à 40 ans, on se dit, tiens, qu'est-ce qui est bon pour moi? Je vais arrêter de m'user, de me faire du mal. À partir du moment qu'on se fait du mal, il faut arrêter. Donc, quoi que ce soit. C'est ça la clé, en fait. Être à l'écoute de soi, ouais. Vous aurez une vie meilleure, de toute façon. Ok. On va terminer sur mon petit jeu que j'aime bien proposer à la fin de l'interview. Ouais. Le portrait chinois, j'imagine que tu as déjà... Si j'étais... Ah, alors vas-y. Je te vois froncer les sourcils. Non, mais j'aime bien ce truc-là. Alors, si tu étais un plat... Ah, moi j'aime bien les pâtes, parce qu'on peut changer tout le temps la recette. On peut mettre un coup du fromage, un coup des légumes, du foie gras. Puis j'adore les pâtes, donc ouais, j'aime bien les pâtes. Ça tombe bien, tu partages ton atelier avec un... comment dire, un... Il est pas cuisinier, un traiteur. Non, il est grossiste en nourriture italienne, il importe de la nourriture italienne, c'est vrai. Bon, après je l'aide parce qu'il a lancé sa société, on se connaît de notre vie d'avant, alors c'est très marrant, je l'aide à se lancer aujourd'hui et que son entreprise se lance là-dedans, donc ça fait 1 an et demi qu'il est là, mais bon, il va partir un jour, il va falloir qu'il vole de ses propres ailes. Mais c'est marrant parce que on a travaillé quasiment 25 ans ensemble, et lui il a changé de direction, alors moi beaucoup plus tôt que lui, puis finalement il était un petit peu perdu, il s'est lancé là-dedans, et puis on se retrouve ici parce qu'on n'habitait même pas ici, un peu par hasard il m'a retrouvé, alors celui qui m'a retrouvé, il m'a dit tu peux pas me filer un coup de main? Je suis ici. Mais il va falloir qu'à un moment je l'aide pour démarrer, mais il va falloir qu'il s'envole. Mais il fait des pâtes, ouais. Si tu étais un livre... Eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Les Gardiens de Dolores Cannon, qui a été une compréhension. Bon, il n'y a pas que celui-là, il y en a plein d'autres. C'est celui qui te vient spontanément. Bah parce que c'était dans le timing, c'est tombé pile poil avec ce qui m'arrivait avec la TCH, avec tout ça. Donc oui. Synchronicité. Ouais, et puis elle en parle super bien. Donc oui. Ouais. Ok. Si tu étais un dicton ou une devise ou un proverbe. Écoutez votre cœur. C'est la seule raison. Pourquoi on vit sur Terre. Pour plein de choses. C'est la seule raison. Le cœur qui vous fait faire n'importe quoi. Alors, n'importe quoi, mais pour le bien. Vous habitez Dax, vous avez rencontré une amoureuse pendant l'été qui habite Strasbourg. Elle vous manque de trop, vous êtes capable de prendre la voiture et d'aller en Alsace la voir. Il n'y a aucune autre raison pour faire ça. Il n'y a pas le boulot dit non, on s'en fout, on va attendre la semaine d'après. Il n'y a pas d'autre raison. Donc l'amour. Si tu étais un film... Ah, j'aime bien Into the Wild. Ah oui. Qu'est-ce que t'as bien aimé dans ce film? C'est la conscience, en fait. L'inconscience et l'évitement, en fait. C'est vraiment une représentation d'un jeune qui se dit que le système ne lui convient plus, et c'est un peu ce qu'on vit, il y a beaucoup de jeunes qui vivent ça aujourd'hui. Mais il réfute, en fait, ce qu'on lui donne. Au niveau des émotions, il incarne et il garde toutes ses émotions, et en fait, il règle pas la détresse qu'il a à l'intérieur de lui. C'est un peu la confrontation de ça. Et moi, j'adore les histoires vraies. Comme c'est une histoire vraie, j'adore ça. Et il y a un autre film qui vient de sortir, The Sound of Freedom, que j'ai vu en anglais. Je conseille tout le monde d'aller le voir. Très intéressant. Alors, juste pour recontextualiser, là, on est le 17 juillet. Oui. Voilà. 2023. Et si tu étais un super-héros? Bah, je vois pas lequel, parce que pour moi, on est tous des super-héros. Alors, c'est incroyable parce que tu es le 7e que j'interviewe. Ah ouais? Et vous avez pratiquement, ou même tous eu la même réponse. Alors, si j'étais un super-héros pour aller à l'encontre de... ça serait... Mais je le connais pas. C'est un super-héros qu'on ne voit pas,
et qui facilite la vie des gens et qui les aide à ouvrir leur conscience. Mais on ne le voit pas. Voilà. Pour moi, ça serait, je sais pas comment il s'appelle, ce super-héros. D'accord. Qui travaille dans l'ombre, qui dit, qui lui fait une petite voix dans l'oreille pour ceux qui veulent pas s'écouter. T'es sûr que tu veux faire ça? Tu vois, un truc comme ça. Ok. Invisible Man, je sais pas. L'homme invisible, il y en a une série ou un film. Mais je sais pas s'il était branché là-dessus, quoi. Mais voilà. Merci Mundus pour ta participation. Merci à toi, Katia. Avec plaisir. Et merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que le parcours de Mundus vous aura inspiré. N'hésitez pas à le contacter donc sur tous ces réseaux dont je vous mettrai les liens dans l'épisode. Et puis je vous dis à très bientôt. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.